Et la marge brute sur le cercueil, elle est plus importante que celle du luxe. Il y a eu des reportages avec des caméras cachées. La DGCCRF a encore dit qu'il fallait arrêter de mettre des devis qui n'étaient pas clairs parce qu'en fait, il y a des prestations obligatoires, il y a des prestations optionnelles et ils jouent là-dessus. Sauf que tant que tu n'as pas de troisième acteur, tant que tu es deux, tu n'as pas intérêt à changer en fait. Tu recevras toujours les familles. Tu me disais, c'est quoi ton conseil ? Franchement, aller aux obsèques. Faut y aller aux obsèques. C'est des moments de solidarité, de chaleur humaine. On a le temps de déposer aussi ce qui est en nous. Bonjour à toutes et à tous. Avant de passer à l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines pauses et soutenir le podcast. Cela ne prend que quelques secondes, mais ça nous aide énormément. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager autour de vous, bien sûr. Merci beaucoup pour votre fidélité et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Certaines personnes entreprennent pour bousculer des habitudes, d'autres pour apporter de la beauté là où on ne l'attend pas. Mon invité du jour a choisi de s'atteler à l'un des sujets les plus délicats et les plus anxiogènes qui soient, celui de la mort. Avec In Memory, elle a transformé un moment souvent figé en un espace d'émotion, de lien et de beauté. Son projet est né d'une blessure personnelle et il continue aujourd'hui d'apporter du sens là où il y avait du silence, en accompagnant des milliers de familles dans l'art de dire adieu. Dans cet épisode, on parle d'entrepreneuriat bien sûr, mais surtout de mort, de ce qu'elle bouleverse, de ce qu'elle révèle et de la manière dont on peut peut-être l'envelopper de douceur. Bonjour Clémentine Piazza. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Je vais bien, je suis très contente de cette pause avec toi. Ouais, je suis ravi de t'avoir avec moi. Alors, je l'ai exprimé au départ, ton métier aujourd'hui, on va rentrer dans le détail, on va expliquer ce que tu fais et ce que fait In Memory, mais les gens, soit ils connaissent, soit ils ont compris que ton quotidien, c'est de gérer, en tout cas de travailler sur un sujet qui est, un sujet, je l'ai dit, anxiogène, qui est celui de la mort. Comment tu fais pour justement, au quotidien, avoir ce sourire, avancer, quand parfois quand même ça doit certainement être lourd? Oui, c'est évidemment lourd. C'est des moments où il y a de la gravité, beaucoup. De la tristesse aussi. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire circuler l'émotion. C'est-à-dire que je pense qu'il est important, quand on accompagne les obsèques, d'être capable de ressentir les émotions présentes. C'est une façon aussi de connecter avec les endeuillés, parfois de comprendre les souhaits, même quand ils ne sont pas clairement formulés. Donc, il faut se connecter et il faut aussi que ça puisse circuler. D'abord pour être capable de tenir bon et de faire ce métier, et puis aussi, bien sûr, pour retrouver sa propre joie. Est-ce qu'on s'habitue, en fait, Non, à ces moments-là? Jamais. On s'habitue jamais. Ça fait 8 ans maintenant? Ouais. On s'habitue jamais. Je pense que c'est très important de ne pas s'habituer. Alors d'abord, on ne s'habitue pas parce que vraiment, chaque famille, chaque histoire est personnelle. Donc, il y a bien sûr les rites qu'on connaît, qui structurent ces moments-là. Et puis, il y a la singularité de la vie, il y a l'histoire de la famille. Et ça, c'est à chaque fois nouveau. Donc déjà, on ne s'habitue pas puisqu'on rentre dans une histoire à chaque fois. Et avec cette histoire, ça embarque des émotions, des hommages, des mots, des sons, des musiques qui vont être différents. Donc, c'est vraiment un voyage. C'est vraiment un moment de transition qui se co-construit à chaque fois. Et donc, de nouveau, on touche la mort, donc on touche ce monde des pompes funèbres. On a plutôt peut-être c'est l'imaginaire de Lucky Luke, qu'on voit le croque-mort qui arrive, qui est plutôt, voilà, qui est pas très joli, on va dire. Et nous, on te voit là. Et pourtant, la mort, ça reste un sujet assez tabou, même très tabou. Tu penses qu'il y a une évolution quand même de cela, ou est-ce que tu penses qu'il n'y a aucune raison que ça change parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas accepter? Je pense qu'il y a une grande évolution. Alors, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a traversé quand même des périodes de confinement où on a compté les morts à la télévision. Enfin, il faut quand même se rendre compte de ce qu'on a vécu. Du coup, notre génération, on a vécu cette mort à grande échelle.
Je pense aussi qu'il y a eu d'une certaine manière le scandale des grands groupes d'EHPAD, où ça nous a quand même mis face à qu'est-ce qu'on fait de nos anciens. La fin de vie, donc tu parles. Toute fin de vie, exactement. Et donc, il y a eu ces phénomènes un peu à l'échelle de la France. Et puis ensuite, moi, l'expérience que je fais, c'est que c'est un tabou subi. C'est-à-dire que c'est un tabou qui se décapsule assez vite. En fait, on est tous prêts à avoir cette conversation. Simplement, il faut qu'on progresse collectivement sur comment l'avoir. Quel est le protocole conversationnel pour arriver à se parler de nos deuils et de nos ruptures. Mais tu as un conseil là-dessus ? Oui, alors je donne un conseil du docteur Fauré, qui est un psychiatre, qui est un grand spécialiste de l'accompagnement du deuil. Il y a une des questions qui disparaît quand tu es en deuil, c'est comment ça va ? Parce qu'évidemment, ça va pas. Donc, on a du mal à poser cette question. On comprend pourquoi aussi, mais à la fin, c'est triste parce qu'on demande plus aux personnes en deuil si elles vont bien ou comment elles se sentent. Et lui, ce qu'il recommande, c'est de changer cette question pour comment tu te sens aujourd'hui. Et moi, je la pratique. C'est un peu un repère de langage pour moi, pour m'aider à déclencher la discussion dans un cadre safe. Et franchement, elle marche. Donc, en fait, ne posez plus la question comment tu vas, mais comment tu te sens aujourd'hui. Et le aujourd'hui est important parce que le deuil est un chemin très chahuté. Et donc, de mettre cette notion de temps, ça permet aussi de dire, hier, ça allait pas bien, là, ça va mieux. Ou aujourd'hui, franchement, c'est hyper difficile. Tu vois, on est aussi plus en connexion avec ce qui se passe quand tu es en deuil. Et toi, sur la mort, à quel moment, toi, justement, tu l'as croisé pour la première fois, ce moment qui est un moment, je répète ce titre, de gravité et de tristesse. Parce que parfois, ce qui peut arriver, en tout cas à certains entrepreneurs, on crée quelque chose suite à un trauma. Ouais. On crée quelque chose parce qu'on n'accepte pas. Toi, c'était quand, ce moment-là, la première fois où tu l'as croisé ? Alors, je l'ai croisé, j'en ai pas parlé souvent, je l'ai croisé quand j'avais 5 ans et que ma maman a perdu 2 bébés, un premier dans son ventre et Perrine à la naissance. Je ne m'en souviens pas comme d'un deuil, mais je me souviens parfaitement de où j'étais quand ma maman me l'a annoncé. Et je me souviens aussi de l'image qui a traversé mon cerveau à ce moment-là, qui était un grand tube lumineux vers le ciel. J'étais à côté de mon frère Arthur. Et c'est vrai qu'en tout cas, je suis pas capable, tu vois, d'être sur du lien, mais sans doute qu'il y en a un. J'ai tout de suite pensé que la vie était fragile et qu'elle pouvait disparaître à chaque instant. Et donc, une des conséquences dans ma vie, c'est que j'ai toujours pris soin des au revoir en me disant, on ne sait jamais. Alors, c'est pas angoissant chez moi. J'ai navigué dans cet état, tu vois, c'est comme un état naturel. Mais du coup, j'ai une forme de surconscience que ça peut s'arrêter, ce qui m'a fait voyager dans ce grand mystère de la mort, dans c'est quoi perdre quelqu'un. Tu vois, j'ai beaucoup pensé à ça. Et sans doute qu'aujourd'hui, je me sens à ma place parce que j'ai déjà eu ces pensées de qu'est-ce que ça fait de ce manque-là et cette rupture-là, tu vois. Donc, et merci de partager ça, parce que je sais que c'est un choc, un trauma, quand la petite Perrine décède quelques jours après sa naissance. Justement, qu'est-ce que ça vous a resserré ? Tu parlais de ton frère Arthur, je crois que tu as un deuxième frère. Est-ce que ça vous a resserré ou justement ça a été quelque chose qui vous a suivi justement ? Est-ce que de temps en temps, moi, pour connaître des gens proches qui ont perdu des enfants, soit morts-nés, soit très, très tôt, ils continuent à aller au cimetière, quand il y a un cimetière, ils continuent à y penser. Ça, c'était quelque chose que votre maman vous a amené. Est-ce que ça a été un suivi ou je pense qu'il y a d'abord eu ce deuil de mes parents qui est leur histoire. Terrible. Main dans la main et dont je peux pas trop parler parce que je pense que c'est un couple très amoureux et c'est sûr qu'ils ont vécu ça ensemble à leur manière. Après, on l'a toujours nommé. Je pense que ça, c'est très important. Alors, d'abord, chacun vit les choses comme il le peut. J'ai vraiment des conseils à donner à personne face à ces expériences de vie. Mais c'est vrai que, de la nommer. Et aussi, d'ailleurs, maintenant, moi, je suis sensible au prénom quand quelqu'un est parti. Et c'est vrai que quand c'est des tout petits êtres, on les connaît pas toujours. Moi, j'aime bien poser cette question. J'ai l'impression de mieux y penser après. Même si c'est souvent des êtres qu'on n'a pas vus, en fait. C'est ça qui est compliqué dans les deuils aussi pour le collectif.
C'est plus difficile de faire exister les deuils, je pense, quand on n'a pas croisé la personne. Il y a vraiment cet enjeu dans le deuil périnatal aussi. Et toi, dans ces moments-là, quel est ton rapport justement à la vie? Tu m'expliques que très jeune, tu as 5 ans, hein. Donc moi non plus, je ne vais pas faire d'analyse de comptoir, mais il y a quand même des choses, et d'ailleurs ça vient de toi, quand tu réfléchis, je te voyais, quand je te posais la question, je te voyais même hésiter à en parler à un moment, et je te remercie d'en avoir parlé, parce que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense qu'on devient différent après un deuil. Moi, c'est le décès de mon frère, tu vois, il y a 7 ans de ça, qui n'était pas du tout prévu, il était jeune, et je m'y attendais pas. Et c'est vrai que ça m'a changé. J'espère en bien, en tout cas, j'ai essayé d'être meilleur suite à ça. Mais ça m'a changé sur un certain nombre de sujets. Donc toi, ta relation à la vie après, je parle pas uniquement du départ de Perrine, mais toi au quotidien, quand tu vois justement tous ces deuils, tous ces moments difficiles, extrêmement douloureux, ta relation à la vie, toi, tu t'en profites encore plus, tu profites de chaque instant que tu as avec ta famille, tes 3 enfants, ton mari, ou tu dis juste pas plus qu'avant? Je crois pas que je suis tombée dans une injonction de l'intensité du présent. Il y a aussi un lâcher-prise qui s'impose face à la mort, hein, parce que c'est vraiment mystérieux, cette seconde où le corps s'arrête. Enfin, tu vois, une seconde avant, la personne était en vie, ensuite elle est plus en vie. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça assez inconcevable, en fait, ce temps qui ne nous appartient pas. Donc, il y a une prise de conscience qu'il y a vraiment des choses que tu maîtrises pas. Et c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça, en plus. Après... je pense que tu prends soin de ce que tu aimes. Je pense que tu dis plus facilement aux gens que tu les aimes. Je pense que tu oublies moins de dire les choses qui comptent et du cœur, tu vois. Ça, oui, ça a dû me changer. Et après aussi, un truc, tu vois, dans ce que tu me partages par rapport au décès de ton frère, qu'en fait, on se construit de nos ruptures autant que de nos liens. Et ça, de le comprendre et de l'assumer, ça met aussi de la douceur dans la vie, tu vois. Parfois, on se dit, c'est dans la construction, la création. Alors, les entrepreneurs, évidemment, ils racontent ça toute la journée. Mais en fait, la rupture, ça peut être plein de choses. L'apparition de la maladie, le chômage, un chagrin d'amour, le deuil. Elle a aussi une puissance créatrice en elle. Et ça, ce que j'observe, déjà, je suis absolument fascinée par l'état de deuil, qui est un processus naturel inhérent à l'humain, qui fait qu'on survit à la perte de ceux qu'on aime plus que tout. Enfin, tu vois, on pourra en mourir de chagrin de ça. Et il y a quand même un processus, tu vois, parfois, dans quel état, hein, c'est quand même, on survit, mais on est quand même bien abîmé. Complètement, hein. Et c'est un chemin de vie. Et pourtant, les choses bougent. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que... Mais justement, ceux qui vivent ce deuil-là en ce moment, comme tu as pu le vivre, comme je l'ai vécu, tu as justement un conseil, un peu comme tout à l'heure, tu disais, dis pas comment tu, mais comment tu te sens. Est-ce que tu as vu des moments ou des manières d'appréhender ça meilleures, ou qui t'ont dit, tiens, ça... J'ai vu que ça avait un impact positif. Tu as quelque chose à nous conseiller? Le premier conseil, c'est de ne pas donner de conseils. Nous, dans notre métier, on reçoit des personnes, tu vois, en état un peu de choc, dans le chaos de cette annonce de la mort, de cette prise de conscience. Et déjà, il me semble qu'une partie du métier, c'est de considérer la souffrance. Elle est là, on la voit, on la nomme, on demande comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait, cette souffrance-là? Comment elle est vécue physiquement, mentalement. Et à partir d'elle, est-ce qu'il y a des souhaits par rapport aux obsèques? Finalement, on n'est jamais dans une injonction ou un conseil. Et je ne sais pas pourquoi on se dit, pour assurer, il faut que je trouve le bon conseil. En fait, c'est assez arrogant, je crois, déjà, parce que franchement, moi, je n'ai pas la solution face au deuil, j'en sais rien. Je suis simplement dans une posture de non-jugement aussi, ça c'est très important. En fait, tout est OK et tout ce que la personne va partager est OK. Ça, de laisser percevoir, ça libère la parole, ça permet d'accéder à c'est quoi mon état de souffrance. Et déjà, c'est énorme en fait. C'est déjà presque tout le chemin. Et puis ensuite, si la personne demande de l'aide ou si on est en capacité de pouvoir aider sur quelque chose qui est clair, là, c'est
c'est assez génial parce que, moi, c'est un autre moteur de mon métier, c'est l'utilité dans la souffrance. C'est à la fois le courage de la considérer et être là pour l'accompagner. Et c'est aussi, OK, je passe à l'action, j'agis pour que les choses puissent se passer. Tu vois. Certaines personnes pourraient évoquer la religion comme parfois un espace pour croire, pour parfois espérer, pour définir ce qui pourrait être une rencontre future avec la personne qui est partie. Toi, là-dessus, votre entreprise, vous travaillez sur différentes religions, en tout cas 4 religions majeures en France. Là-dessus, parfois, tu as envie de pousser ça, ou justement, tu fais très attention à ne rien dire, ne pas évoquer ces sujets de croyance. On ne pousse rien, mais on essaye de tout comprendre. C'est-à-dire que... par exemple, il y a une famille de tradition catholique, mais qui ne pratique plus. Il faut comprendre ça. Et là, moi, je vais me concentrer sur, OK, mon rôle, c'est peut-être de faire la pédagogie sur les rites, sur leur signification, pour que la famille se sente peut-être plus à l'aise, plus équipée, au moment où elle va rencontrer l'officiant, pour choisir, par exemple, un texte qui va les guider pendant la messe. Il y a aussi, par exemple, parfois le cas des familles mixtes. Il y a, une personne de confession juive, une personne de confession catholique. La personne de confession juive est décédée. Qu'est-ce qu'on fait de ce moment mixte ? Et là, du coup, moi, je prends toujours les familles comme elles sont et j'essaie de comprendre leur histoire et ensuite de m'assurer que chacun se sent à sa place, a le contrôle, se sent... moi, je veux surtout jamais... influencer ou dominer la vulnérabilité, ça c'est interdit. C'est de l'éthique de soignant. Donc au contraire, c'est de dire OK, c'est quoi votre histoire et comment on fait pour que chacun se sente bien à travers le choix des rites, parce qu'on est en fait en fonction du niveau de praticité, il y a certains rites qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Alors d'abord la première parole, c'est celle du défunt si jamais il a déposé ses volontés, mais s'il y a certaines choses qui sont à la main de ses proches, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait du sens pour chacun. Moi, ce qui m'a fait du bien au décès de mon frère, c'est de me projeter justement sur la vie après la vie, qui était un concept peut-être encore assez flou, assez structurant pour beaucoup de personnes, mais qui, à ce moment-là, moi, je sais que j'ai beaucoup étudié, beaucoup écouté, beaucoup lu, et ça m'a fait... et alors, c'est dur de dire ça, mais du bien d'imaginer... et de savoir qu'un jour, je reverrai mon frère. Et ça m'a ouvert, tu sais, des portes qui étaient fermées à ce moment-là. Donc, en effet, moi, c'était mon cheminement. Tu l'as dit très bien tout à l'heure, chacun a son parcours de vie. Je vais continuer, comme tu connais bien le podcast Pause, tu sais qu'on a des pauses amicales, familiales. Donc, nous sommes allés discuter, et j'ai discuté avec certains de tes proches. Et on va écouter la première pause amicale, on va dire une pause familiale. On écoute quelqu'un qui t'aime. Salut Clem. Alexandre m'a proposé de te poser une question dans son podcast et j'aimerais te demander le rôle que peut avoir un compagnon pour l'ambition de sa femme. Tu es une chef d'entreprise très engagée, une maman formidable pour nos 3 garçons et je suis très amoureux de toi. Tu sais que je te souhaite toujours le meilleur. Alors selon toi, quel rôle doit jouer un compagnon pour accompagner et soutenir sa femme ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux t'aider à réussir ? Je suis très émue. C'est trop un bon moment, merci. C'est trop mignon. Merci à Cyril. Donc là, on parle de Cyril, un autre entrepreneur très engagé. Moi, je sais que je l'ai connu parce qu'il avait soutenu une des organisations que j'ai créées, que je dirige, qui s'appelle EPIC. Il a créé un club de boxe qui s'appelle le Temple. Et donc, on avait travaillé ensemble. Donc, c'est là où j'avais... Mais à l'époque, je ne savais pas du tout que vous étiez connectés. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est marrant, c'est le petit monde. En tout cas, trop mignon ce qu'il dit. Ouais. Donc, sa question... T'as déjà oublié, tellement t'es ému. Tellement t'es ému. Il te disait qu'il t'aimait, que t'étais une maman extraordinaire pour vos 3 enfants, que t'étais une entrepreneuse géniale, et qui se mettait à ton service en disant « Qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi, mon amour ?» Eh ben, je dirais de rester en vie. Oh. Voilà. Je pense qu'après, j'ai confiance en nous, et c'est vrai que quand je vois aussi ce que c'est les deuils, j'espère qu'il sera là longtemps. Tu vas me faire... Ne me fais pas... Bon, il nous faut des mouchoirs, là. Il nous faut des mouchoirs. En tout cas, merci Cyril. Oui, c'est sûr, en particulier pour vos enfants.
Ouais, exactement. Et puis, c'est vrai qu'on est fort à deux et que c'est ça qui est assez extraordinaire dans l'amour et puis l'amitié aussi, quoi. Tu te dis, on va y arriver, tu vois, aux épreuves, aux joies, bien sûr. Et c'est ce que je trouve assez incroyable dans ce que je vis avec Cyril. Et en tout cas, ce qui me touche dans l'amour, c'est de faire équipe, quoi, face à la vie, avec la vie, parce qu'on est dans le gris. Je pense qu'aussi, accompagner le deuil, tu prends conscience que le noir et le blanc, c'est pas vrai, quoi. C'est un gris généralisé qu'il faut naviguer dans ce brouillard. Et c'est vrai que de le faire à deux, c'est une grande chance. Enfin, pour être avec mon épouse depuis longtemps et de l'aimer d'amour, il y a un moment quand même où il y a des chances qu'il y en ait deux qui partiront avant l'autre quand même. Oui. Donc, et on veut pas, tu sais, c'est comme dans tout, quand on n'a pas envie d'entendre ça quand on est jeune, sur tous les moments difficiles de nos vies, et c'est ce qu'on essaie d'aborder ici sur Pause. C'est pour ça que je dis souvent, Pause, c'est un peu l'inverse d'Instagram, quoi. On se dit la vérité, on parle avec notre cœur, mais à un moment ou à un autre, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il va falloir qu'on fasse face au deuil, au départ de gens qu'on aime. On va rembobiner un petit peu ton histoire et on va aller ces années où je te retrouve chez Unibail Rodamco Westfield, qui est un des plus grands groupes aujourd'hui d'immobilier commercial dans le monde. Et là, je te retrouve toute jeune, après avoir fait des études comme il fallait, faire tout ce qu'il fallait. T'as vraiment coché toutes les cases depuis assez jeune. Et là, je te retrouve une des plus jeunes, si ce n'est la plus jeune, très jeune, d'ailleurs peut-être trop jeune, à 27 ans, directrice marketing, CMO comme on dit en anglais, de ce grand groupe du CAC 40. Comment tu te retrouves aussi jeune? C'est évidemment, il y a des cases qui sont cochées, et puis tu es une sorte d'alignement d'étoiles qui était là. Mais tu te retrouves comment enfin plutôt, mais c'est pas comment tu te retrouves, parce qu'on va pas regarder à quel moment, mais comment tu te sens quand tu te retrouves à ce poste-là, 10 ans avant l'âge, normalement, on doit être à ce niveau-là? Je pense que j'étais sincèrement engagée et audacieuse. Donc, finalement, ça m'allait... Audacieuse plus qu'ambitieuse. Oui. Finalement, ça m'allait bien de me mettre dans cet inconfort-là. Et d'ailleurs, je me souviens quand on m'a proposé cette promotion qui était effectivement assez extraordinaire, dans le sens, rapide. La personne qui me l'a proposé était presque inquiète pour moi en me disant « Mais tu sais, tu peux dire non ». Et je me souviens que je m'étais dit « Mais c'est incroyable, et vas-y, on va refaire le moment. » Enfin, tu vois, c'est complètement raté, cette proposition. Et je le regardais avec du recul et je me disais déjà « Mais bien sûr que je vais tenter ce truc-là. » Tu vois, donc en tout cas, j'aime bien l'inconfort. Le progrès, c'est un truc hyper important pour moi, d'essayer de progresser à mon échelle. Et je trouve que quand tu es dans des zones que tu maîtrises pas trop, ça s'invite encore plus rapidement, tu vois. On parle parfois, et on parle souvent ici, des difficultés que tu peux rencontrer quand tu n'es pas ce qu'on imaginerait être en face de la table. Là, tu es une femme jeune. Est-ce que dans ces années-là, tu as eu de temps en temps, ou souvent, ces moments, sans aller sur le MeToo, encore une fois, j'espère que ça n'est jamais arrivé, mais est-ce que tu as eu ces moments où en fait tu disais, non mais la personne en face de moi, elle pense que je suis chef de produit, elle ne voit pas, ça arrive assez souvent, tu as dû taper du poing sur la table, tu as des techniques pour ça? J'ai dû être tactique, on va dire plutôt. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut rappeler aux jeunes femmes. Tu vois, j'étais dans l'immobilier, c'est souvent les hommes qui dirigent, en plus local, c'est un business local, donc le patron de l'Espagne, c'est un Espagnol installé, qui connaît ses actifs par cœur, c'est pareil en Suède, c'est pareil en Allemagne, donc évidemment, tu vois, j'ai ce paysage-là. Alors après, je me suis pas dit que c'était contre moi. Je me suis dit que c'était plutôt étranger pour le moment et qu'il fallait que j'en comprenne les codes et que je sois tactique pour faire ma place le plus tôt possible. Et tu vois, quand parfois j'ai déjà écouté le discours de Simone de Beauvoir quand elle défend l'avortement à l'Assemblée nationale, elle est très tactique en fait. Simone Veil, pardon. Je viens d'écouter... Je disais, à l'Assemblée nationale, j'aurais bien aimé l'entendre. Je viens d'écouter... ce podcast incroyable de Philippe Collin sur
les grandes personnes de l'histoire, notamment Léon Blum et là Simone de Beauvoir. Et donc Simone Veil, et c'était, en fait, elle est très tactique, tu vois. Elle est rassurante, elle est nuancée, elle est très intelligente, elle est très calme. Alors que ce qui l'anime, c'est un combat très fort. Et vraiment un combat, tu vois. Et je me suis dit, tiens, en fait, elle réfléchit aux moyens pour y arriver. Et ça, je trouve que c'est une qualité. Justement, tu parlais de tactique. De nouveau, pour ces jeunes femmes qui nous écoutent ici, je me souviens qu'on avait eu Clarisse, ça me fait sourire parce que je me souviens Clarisse Magnien, la directrice de McKinsey en France, qui nous donnait des conseils, qui avait donné un conseil assez fort en disant juste, n'acceptez jamais d'aller faire le café. Donc quand, début d'une réunion le matin, dit tiens, qui veut un café? Ne regardez jamais, regardez ailleurs, regardez une autre direction, regardez jamais la personne qui est dans les yeux parce que ça va vous tomber dessus. Mais regardez ailleurs, parce qu'elle nous expliquait une chose que tu connais également, que pendant le temps que tu vas faire le café, toutes ces discussions qui sont des questions qui sont importantes parce que ça va être sur la famille, sur le week-end, le lien, tu seras pas là. Donc elle nous disait, et ça c'est un conseil, ne regardez jamais dans les yeux des gens qui proposent un café, vous regardez ailleurs, vous regardez dehors, vous regardez quelque chose d'autre. Ouais. Toi, tu as des conseils aussi où tu dis, tactiquement, ça, tu t'es dit, ça marche tout le temps? En tout cas, l'anticipation. Te dire, ok, j'aimerais arriver là, j'anticipe et je découpe les étapes pour y arriver. Ça donne vraiment un super pouvoir. Tu vois, quand tu es en réaction, t'as des biais cognitifs, c'est ton cerveau plus animal, plus guerrier, qui peut nous jouer des tours, tu vois. Alors que quand tu te dis, ok, dans 12 mois, je veux en être là, qu'est-ce qu'il faut que j'ai franchi comme étape pour y arriver? Et du coup, je me donne le bon temps aussi pour y arriver de manière réaliste. Ça, c'est assez puissant. Justement, avant qu'on creuse un petit peu, il y a un moment, donc, on te trouve dans ce grand groupe, avoir tout ce qu'il faut, la voiture de fonction, le salaire qui va bien, les voyages, et puis être visible comme une toute jeune directrice marketing. Qu'est-ce qui, de nouveau, pas uniquement pour toi, mais les conseils que tu te donnerais pour toute personne qui a ses menottes dorées, parce que c'était des menottes dorées, tu as réussi à t'en détacher, ce qui n'est jamais évident. Moi, j'en ai fait un chapitre entier dans un de mes livres, ces menottes dorées. Toi, c'était facile, tu t'es pas posé la question. Qu'est-ce qui a été ton déclencheur? Souvent, les gens qui vont devenir comme toi entrepreneurs peuvent, en tout cas, me poser la question en disant, j'ai besoin de cette idée, il y a un moment. Toi, c'est quand ce moment où tu t'es dit, je m'en vais. Tu n'arriveras pas à me retenir, je m'en vais, et je sais pourquoi. C'est face à deux Auvergnats, deux frères Auvergnats qui avaient perdu leur papa. Je t'explique pourquoi. En fait, j'avais cette envie d'entreprendre. J'ai cette idée d'in-memory. Je sens que c'est sérieux, tu vois, que ça m'habite. Et je me dis, OK, quelles sont mes peurs? Pourquoi finalement je suis pas en train d'y aller demain, tu vois? Parce que en attendant, je passais mes journées chez Unibail de manière très engagée. Enfin, j'étais pas en train de partir, tu vois. Et donc j'étais bloquée par la peur. Je pense que ça peut de se lancer, assez souvent, de se lancer, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais de quoi j'ai peur? J'ai vraiment formulé ma peur. Est-ce que c'est la peur du risque financier? Est-ce que c'est la peur de la solitude au démarrage de l'entreprise? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Et moi, ma peur, c'était, OK, j'ai identifié un besoin, mais c'est tellement personnel le deuil que si ça se trouve, ça ne va intéresser personne. Donc, je vais tout abandonner pour un truc qui n'intéresse que moi. Je me dis, là, quand même, ça va m'embêter, tu vois. Et donc, je l'ai écrite et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir moins peur? Il faut que j'aille voir des personnes qui sont en train de vivre un deuil pour leur dire, voilà, j'ai cette proposition, cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez, là, en train de vivre cette perte? Parce qu'en plus, il y a plusieurs étapes, enfin, chacun son chemin. Mais tu vois, il fallait que ce soit au moment du décès. Et donc, ce que j'ai fait, et je pense que c'est là où j'ai déclenché vraiment du courage, je suis allée dans une pompe funèbre présenter mon idée aux dirigeants de la pompe funèbre en disant est-ce que vous accepteriez que je puisse la présenter à vos familles? Donc il m'a dit ok, très bien, c'est pas gadget, ça me plaît votre idée. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que venez régulièrement chez nous, créez du lien avec les conseillers funéraires et puis un peu incrustez-vous au rendez-vous pour pouvoir parler de votre service d'hommage en ligne, puisqu'à l'époque c'était ça le premier service d'in-memory, donc un espace pour rassembler les mots de tous ceux qui ont connu le défunt. Et comme ça, vous aurez du feedback.
Et donc, tous les lundis, j'étais en cachette dans cette pompe funèbre. Mais vraiment, enfin, je veux dire, en cachette. Hein, enfin, je faisais genre, j'étais là, mais en fait, j'étais pas là. J'étais dans le 15e dans cette pompe funèbre, en train de boire des cafés pour créer du lien avec les conseillers funéraires, qui petit à petit me disaient, OK, vas-y, tu peux venir avec moi. J'avais une deuxième peur aussi, c'était qu'est-ce que c'est que de vivre avec la mort face à soi et avec le deuil face à soi. Et j'avais besoin aussi de valider que c'était OK pour moi de faire circuler ces émotions. Pendant des années. Et donc, il y a eu plusieurs familles qui se sont saisies du service, jusqu'à ces 2 frères auvergnats. C'était un rendez-vous avec une chaleur humaine incroyable. Enfin, je m'en souviendrai toute ma vie, qui ont été là. En fait, c'était les 30e à s'en servir. Et puis on a discuté, en fait, ils étaient très chaleureux, très ouverts, ils m'ont dit mais c'est bien, enfin faut y aller quoi. Et alors c'était que 30 familles, mais à l'échelle de chacune, c'était le deuil et l'hommage d'un proche, donc tu vois, pour chacun c'était sérieux. Et là c'était OK, j'ai répondu à ma peur et je suis partie sans crainte, enfin tu vois, prête quoi en tout cas. Donc là tu rentres de cette discussion avec ces 2 frères auvergnats, et là tu déposes ta dème. Je vais dans le bureau de mon CEO. Et Christophe Cuvillier. Exactement, Christophe Cuvillier. Et je lui dis, bon, Christophe, j'étais gênée, hein, franchement, j'étais pas bien. Et j'aime beaucoup Christophe. Enfin, on avait construit une belle relation, on avait mené des beaux projets ensemble. Je lui dis, bon, je vais partir. Là, il tombe de sa chaise, enfin, il s'assoit. Et je lui dis, puis alors, en plus, c'est pour accompagner le deuil, quoi. Alors là, il retombe de sa chaise. Et voilà. Et puis après, en fait, quand t'es sûr de toi, les gens le perçoivent. Et ils disent, ça sert à rien d'essayer de te garder. Exactement. Ils t'accompagnent. Ouais. Mais ça, c'est quand tu avais déjà l'idée. Si Oui. on retrouve quelques mois avant, et quand, alors il faut imaginer, hein, on parlait des grandes écoles, tu as fait HEC, en particulier HEC, tu as une année spécifique, qui est une année où tu as fait HEC entrepreneur, donc c'est là où, pour ceux qui ont envie d'être entrepreneur, on va encore plus te former, te donner les outils pour que tu puisses le faire. Donc, tu as vraiment ça en toi, hein, de faire ça. Ça vient peut-être... Alors, on a parlé rapidement de tes parents. Ton papa est médecin du sport. Ta maman est entrepreneur, a longtemps travaillé pour la mairie de Bordeaux, pour tout ce qui est attaché au sport, parce que c'est une grande fan de tennis, mais qui était aussi entrepreneur. Donc c'était quelque chose qui était en toi. Tu savais à un moment ou à un autre que tu allais faire encore plus après HEC ou pas sûr, pas autant sûr que ça? Ah, j'en rêvais, si. Ouais. En tout cas, pendant cette année à HEC Entrepreneur, déjà, je voulais vraiment faire cette année. J'ai préparé l'entretien de sélection à fond. Et c'était vraiment mon rêve. Là, c'était un rêve. Tu vois, il y a des étapes que j'ai cochées par esprit de compétition, parce que j'aime bien faire les choses, ou voilà, tu sais pas si ça vient de toi ou des autres. Ça, c'est le rêve. Ça, ton c'était rêve mon à toi. truc. Ah ouais. Et donc, j'aurais été trop triste. Et donc, quand tu es Unibail, à quel moment tu te dis, bon, et je laisse le champ des possibles ouvert, et tu peux faire beaucoup de choses. Tu es brillante, tu as envie de le faire. Est-ce que tu as hésité entre ça et autre chose? Tu avais tes listes, tu avais ta bucket list de tous les projets? Finalement, d'être à bon niveau chez Unibail, ça m'a aidé aussi à être plus mature sur un parcours corporate. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, je pousse l'ambition au maximum, je deviens CEO d'un groupe du CAC 40, c'est quoi la vie, quoi, tu vois? Et en fait, je trouvais que tu étais assez prisonnier. En tout cas, pour moi, c'était plus une prison. Parce que, en fait, finalement, tu as un tiers de ton temps où tu rendais compte à des analystes financiers. Tu as un tiers de ton temps, parce que c'est long quand tu as des milliers de collaborateurs pour faire tes revues RH, et un tiers de comité stratégique de validation de projet, tu vois. C'est ça ton année. Et du coup, alors moi, je suis assez pragmatique aussi. Je suis très intuitive, mais le pragmatisme m'aide dans mes intuitions. Je me suis dit, quand même, tu as 2 tiers de ton année. C'est soit tu sers la soupe à des analystes financiers, soit c'est des revues RH ou ligne à ligne. C'est hyper important, tu vois, dans la vie d'une boîte, mais... En fait, pas envie de ça. En fait, c'est ça le max, et j'avais pas envie de ce quotidien-là. Et en revanche, j'aimais bien le quotidien des entrepreneurs qui a ses difficultés, mais qui m'allait mieux, quoi. Mais et donc, quand tu avais le choix, est-ce que à un moment, tu as eu plusieurs projets qui étaient sa ligne finale en disant juste, bon là, j'ai pensé à ces 2-3 là, ou c'était que in memory? J'ai eu plein de projets et je sentais que c'était pas pour cela que j'étais prête à partir. Je pense que j'ai quand même rencontré mon projet. Et là, 10 ans après, bon, c'est plus facile à dire, mais il y a quand même une forme de vocation. Je suis très habitée par ce que je fais. Et donc, j'avais fait plein de business plans. J'en avais parlé avec des copines. J'avais parlé à des potentiels associés. Et à l'intérieur de moi, je savais que c'était un sketch et que j'essayais, tu vois, d'être l'actrice de cette vie-là, mais qu'en fait, c'était pas en train de partir. Et pour In Memory, c'était sérieux, je l'ai senti. T'es partie toute seule? Ouais.
Ce qui est assez rare. De l'entrepreneuriat, pour ceux qui connaissent, c'est vrai, quand on entend parler, souvent, on conseille les entrepreneurs de partir à 2, parfois à 3. Toi, seul. Oui. Et puis, c'est ce qui m'allait bien. Je suis à l'aise avec la solitude et je préfère prendre le temps de choisir mes compagnons de route. Au fil de l'histoire de l'entreprise aussi, j'avais quand même conscience que c'était assez certain que j'avais pas la vision parfaitement juste des 10 prochaines années. Tu vois, s'il y a un truc que tu sais, c'est que tu vas bouger, te modifier. Et je suis même devenue société de pompes funèbres et maintenant, c'est 300% de mon énergie. Et j'avais envie de prendre ce temps-là et la solitude, c'est OK pour moi. On parlait d'HEC. Et moi, j'aimerais bien t'interroger justement sur ta vision des grandes écoles. La dernière entreprise que j'ai montée, qui s'appelle Infinite, qui est une organisation qui est une start-up également, mais sur le EdTech, donc qui permet que tous les jeunes les plus brillants de France qui viennent des classes populaires puissent aller justement dans les meilleures écoles de France en leur donnant des prêts à taux zéro, sans garant. Et quand ils finissent leurs études et qu'ils sont embauchés par les plus grands groupes, comme toi tu as été en sortant d'HEC, ils rembourseront, mais ils rembourseront pas l'entreprise, ils rembourseront pour financer le prochain jeune. Donc en fait, c'est un modèle infini. Infinite. Toi qui as vécu dans ce monde des grandes écoles, est-ce que tu penses que c'est mieux de passer par ces écoles-là pour justement être entrepreneur? Est-ce que tu penses qu'on est encore dans une société qui coche beaucoup la case grande école? Et je pense que très souvent, la première chose qu'on va te demander dans Parole de rendez-vous, c'est qu'est-ce que tu as fait comme école? Est-ce que ça t'arrive encore? Est-ce que tu penses que dans ce combat qui était le tien en tant qu'entrepreneur, qui est ton combat qui est aussi de femmes et jeunes, est-ce que tu penses que cette carte grande école a été souvent utilisée à profit? C'est sûr, certainement. Tu l'as pas conscientisé? Si, ce que je trouve le plus excluant, c'est les codes sociaux, c'est l'homogamie sociale, tu vois, c'est tous ces signaux faibles. Je trouve que ça, quand tu les as pas encore appris ou que on te les a pas transmis, je pense que c'est très violent. Peut-être plus que garçon-fille. Les codes. Ouais, les codes. Les chiffres, je l'ai dit, un jeune de milieu défavorisé a 15 fois moins de chances, 15 fois moins de chances d'intégrer une école que si tu viens de milieu aisé. Et tu as 70% d'étudiants qui ont intégré une grande école qui sont donc issus de milieu aisé. Donc, de nouveau, la différence que tu as vécue à HEC ou dans d'autres écoles est très forte entre en fait, deux systèmes qui ne se parlent pas forcément et qui vivent en parallèle. Donc les codes sont, d'ailleurs on le voit nous souvent, et donc chez Infinite, c'est pour ça que après le financement, en fait, on demande justement aux Clémentines de ce monde d'être mentors de ces jeunes-là en disant juste, il faut absolument que ces jeunes soient connectés avec des gens qui ont appris les codes, soit qui les connaissaient déjà, soit ils ont appris aussi, parce qu'en fait, les codes, ce que tu dis, ces signaux faibles, sont essentiels. Ouais, essentiels, et on est franchement, on est prisonnier de nos biais cognitifs, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis assez passionnée par la communication consciente, tu vois. Qu'est-ce que l'autre me dit? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Qu'est-ce que j'ai l'impression que je dis? Qu'est-ce que je dis malgré moi? Enfin, ça c'est déjà à l'infini qu'on peut se poser ces questions. Et aucune évidence n'est partagée. Déjà, entre deux personnes qui ont un parcours similaire. Donc, c'est accentué. Alors, mais c'est une problématique pour tous, tu vois. Moi, ce que j'adore dans le métier de vendeur, c'est que c'est cette empathie, c'est comprendre c'est quoi le besoin réel, qu'on me formule ou qu'on me formule pas, et comment je rebondis, et comment à la fin, la confiance, elle se scelle, tu vois. Et c'est accentué quand les parcours sont différents. Et je pense que ça, c'est un immense, et tu as raison d'accentuer là-dessus. C'est ça qu'il faut transmettre. Revenons à une mémoire. De nouveau, on en parle un peu, on explique, mais sans être vraiment allé dans le dur. Fais-nous justement la vendeuse qui est en toi, qui va se révéler. Là, ça va pas être la vendeuse, c'est plutôt est-ce qu'on est prêt à, exactement. Là, à plonger. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça fait? Si tu dois l'exprimer justement avec le temps, qu'est-ce que vous faites, si ce n'est de différent en tout cas, qu'est-ce que vous faites dans ce système, dans notre écosystème, dans notre monde, de différent, et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui d'arriver à avoir un angle différent dès le début? Mais écoute, je suis contente d'avoir le temps pour le dire, parce que j'ai jamais trouvé une phrase courte. Je pense que les deux choses qu'on offre, c'est le temps et la justesse. Alors, la justesse. Ouais. D'abord le temps.
on est entre deux temps quand on organise des obsèques. Déjà, on fait face à l'urgence du drame, l'urgence de la nouvelle, mais aussi l'urgence légale. Il y a 6 jours maximum pour organiser des obsèques en France. Un de nos métiers, c'est de soulager la famille de toutes les démarches administratives et légales qu'elle a à faire, de prendre ce temps-là sur nos épaules pour qu'elle ait le temps de se concentrer sur l'essentiel. Et ensuite, dans nos maisons, mes équipes, ce qu'elles offrent aussi, c'est des bulles de temps. On a bien compris, tu as dit maison, c'est pas boutique. Hein, oui. C'est façon, mais c'est marrant parce que tu utilises, là, c'est un terme de luxe. Hein. Souvent, quand j'avais ici, il n'y a pas très longtemps, Bruno Pawlowski, qui est le président de la Maison Chanel, il me parle de Maison Chanel. Ouais. J'adore. Alors moi, ça vient plutôt de quand un ami est triste, tu le reçois chez toi. Okay. Et en fait, je me suis dit, tu vois, quand j'ai pensé à c'est quoi un bon endroit pour recevoir des gens en deuil, évidemment, c'est pas derrière une vitrine, en fait. Évidemment, c'est pas dans les codes de la boutique. Tu penses à plutôt un salon chaleureux avec un thé. Tu vois, par exemple, le rite de la boisson chaude quand quelqu'un ne va pas bien, c'est un rite sur toute la planète, quoi. Enfin, tu vois. Et donc, j'avais ce côté de chez soi en disant, viens à la maison. Il fallait que ce soit à l'étage. Il fallait que ce soit à l'étage. Donc, en fait, nos maisons in memory, ce ne sont pas des agences en rez-de-chaussée, ce ne sont pas des boutiques, ce sont des bureaux confortables, avec certains codes de la maison, tu vois, il y a une bibliothèque, mon objectif, c'était que les gens se sentent plus apaisés en rentrant pour avoir la force de décider et d'avoir cette conversation avec nous sur qu'est-ce qu'on fait pour les obsèques. Donc, excuse-moi, je t'avais coupé sur maison, je suis désolé. Donc, vous avez une dizaine de maisons maintenant ? Exactement. On est à Paris, on est à Lyon, on est à Bordeaux, on est à Nantes. On a 5 maisons à Paris. Donc là, c'est les lieux dans lesquels on reçoit les familles. Et là, on prend ce temps, on leur offre du temps. C'est un peu, tu sais, le rite, une de ses définitions, c'est des temps à part de la société, tu vois. Et donc, moi, je voulais les mettre dans une bulle un peu à part parce que ce qu'elles vivent, c'est extraordinaire, c'est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel, c'est très dur. Et donc, on se pose dans nos maisons et ensemble, on va concevoir des obsèques. Mais j'insiste sur le temps. Et le temps, parfois, c'est être hyper efficace pour une famille. Parfois, c'est prendre 3 heures pour avoir le temps de déposer ses souhaits, de se mettre d'accord entre frères et sœurs. Parce que ce qui est incroyable dans notre métier aussi, c'est qu'on n'a pas une personne face à nous. On a un collectif, c'est dingue en fait. Enfin, on rentre dans un groupe et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans notre métier. Donc, il y a le temps et ensuite, il y a la justesse. Et souvent, tu vois, parfois, les journalistes, ils me disent, c'est quoi la dernière innovation ? Enfin, franchement, ils rêvent que je leur dise que les cercueils arrivent en calèche, etc. Mais je leur dis, franchement, le deuil aujourd'hui, plutôt les obsèques en France, leur évolution, c'est la justesse. Avant, tu avais les rites religieux de A à Z et c'est plus le cas. Tu vois, bien sûr, il y a les rites religieux, mais parfois, tu les connais moins. Donc, il faut reconnecter, choisir ce qui nous va bien. Ensuite, tu as les familles recomposées. Ensuite, tu as les couples mixtes. Et puis ensuite, on vit à Paris, mais on est de Carcassonne. Et c'est cette justesse qui fait qu'à la fin, on va concevoir quelque chose qui fait du sens. Je me souviens d'une famille qui nous avait dit, c'était un deuil difficile. En fait, on ne peut pas voir le cercueil. On ne va pas y arriver. C'était un rite catholique, donc le cercueil est dans l'église, hein, habituellement, c'est ça le rite. Mais on ne peut pas le voir. On ne veut pas le voir. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un bout de forêt autour du cercueil, parce que c'était une famille qui adorait se balader en forêt. Enfin, tous les week-ends, ils étaient en balade. Ça nous a pris des heures. On a créé un petit grillage autour du cercueil. On a mis de la pelouse, on a mis du bois, des fleurs, etc. Et ça, c'était juste pour eux. Et ça leur a appartenu de cette manière-là, tu vois. C'est la justesse dont tu parles. Ouais. On parle de rite. Moi, j'adore apprendre. Et j'essaie tous les jours d'apprendre et d'être un peu meilleur en apprenant. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler de ces 4 rites qui sont pour toi aujourd'hui très connus, qui ils étaient peut-être pas à 8 ans quand tu as tout démarré. Tu peux nous expliquer justement à ce décès-là, quels sont les 4 rites des 4 religions que vous... Oui, et je rajoute un 5e qui est le rite laïque. Tu as raison, qui est aujourd'hui... 50% des cérémonies en France. Parfait. Alors justement, donc si tu peux nous dire... C'est intéressant aussi cette question des rites laïques qui sont en train d'être définis par la communauté laïque de France. En fait, alors déjà dans le rite funéraire, il y a une dimension anthropologique, tu vois. Donc c'est-à-dire la couche avant la religion, qui est en fait on se rassemble, on dit adieu et on se sépare. C'est-à-dire que on ne garde pas les morts chez soi. Ça c'est un rite funéraire. Et on a toujours fait ça, en tout cas depuis qu'on a défini la date de la première civilisation. Le principe du rite funéraire, c'est se séparer de nos morts et de les installer dans leur demeure éternelle, qui peut être un cimetière ou sous forme de cendres, dans la nature, par exemple, si c'est le choix de la famille. Donc il y a toujours ce rassemblement. Déjà, ça, c'est dingue à vivre.
Et ça, c'est un fondamental pour toutes les communautés. Durkheim, il dit, c'est parce qu'on a perdu l'un des nôtres, donc on a besoin de refaire corps ensemble et d'être fort à nouveau, parce que finalement, il y a un de nos membres qui a été enlevé. Ensuite, tu as le rite pour la France, catholique, musulman, juif, et puis bouddhiste aussi. C'est une communauté qui est présente, bien sûr. Alors là, il y a toujours, si je trouve des similitudes, d'abord une notion du temps. La religion, elle a intégré le temps du deuil. Alors, le deuil, c'est le chemin d'une vie, mais il y a toujours la messe du boule de l'an chez les catholiques, il y a le retour à la vie chez les juifs, aussi chez les musulmans. Il y a cette première année du deuil qui est marquée d'abord par les obsèques, mais aussi par des prières et des moments de souvenirs, de repli un peu sur soi, jusqu'à ce que tu puisses à nouveau revenir dans une vie avec ton deuil à l'intérieur de toi, mais différemment. Après, il y a des rites, il y a des gestes aussi. Tu vois, par exemple, il y a le prêtre, il fait le tour du cercueil. Je me souviens d'une conversation avec le prêtre de la cathédrale de Bordeaux. Et il fait le tour du cercueil avec un encensoir. Et ça, lui, il m'a dit, moi, je fais ça. C'est son fondamental religieux, mais il m'a dit, j'y pense vraiment. Je sépare le mort de l'assemblée. Quand je fais ce tour-là, je les sépare. Et il me dit, une fois, j'ai autorisé l'épouse du défunt à le faire. Je me suis trompée. Parce que c'était pas elle qui était en capacité de se séparer de son mort. Je pense à une autre chose dans cette discussion qui m'a touchée. Il m'a dit à un moment, on était en plus dans la nef, tout est très calme. C'est incroyable d'être dans les lieux spirituels tout le temps parce que c'est vraiment une autre énergie. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de la grande photo dans les cérémonies ? Il me dit, je sais pas quoi en penser, parce qu'à la fois, il y a la personne qui est là, qui est pleine de vie, puis il y a le cercueil. En fait, la personne, elle est dans le cercueil. Je sais pas si c'est bien. Vous en pensez quoi, vous ? Et donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'il y a des rites qui se cherchent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles qui demandent une belle photo. C'est une façon de personnaliser par touche ce parcours d'obsèques, même s'il est religieux. En tout cas, chez les catholiques, parce que c'est pas possible chez les juifs et les musulmans. Mais lui s'interrogeait sur est-ce que ça aide ou en fait est-ce que ça rend les choses plus difficiles. Après, il y a les toilettes rituelles aussi, réalisées pour les musulmans et pour les juifs par des associations religieuses. Donc ça, c'est je trouve des rôles pour leur communauté dingues. Tu vois, c'est des personnes, c'est vraiment les passeurs de l'ombre. Alors nous, on est passeurs, mais eux aussi. Tu vois, c'est ce rite de la toilette. Et puis sinon, c'est nous qui réalisons les toilettes pour les laïcs et les catholiques. Et là, on fait appel à leur communauté. Est-ce que, parce qu'il y a tu parlais de rapidité, selon les religions, il y en a qui doivent être beaucoup plus rapides que d'autres. Ça, pour toi, c'est à appréhender, c'est encore plus compliqué, c'est dans l'instant ou dans la journée. C'est militaire, quoi. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, pour le rite juif en particulier, le rite musulman aussi, mais notamment le rite juif, si je prends par exemple la communauté juive d'Israël, elle enterre tout de suite. La loi l'autorise et il y a une injonction du retour à la terre. Il y a d'ailleurs un geste d'hommage que je trouve très beau chez les juifs, c'est le jeter de terre sur le cercueil. C'est un moment qui me touche toujours beaucoup. Et donc du coup, en fait, si c'était possible, ce serait dans l'heure. Mais la loi en France interdit d'enterrer quelqu'un avant 24 heures. Donc, nous, notre rôle, c'est que ce soit dans la 25e heure. Et donc, on travaille tous les jours. On est disponible la nuit. Alors, évidemment, on ne peut pas enterrer quelqu'un quand c'est Shabbat. Dans ces cas-là, c'est juste après. Et nous, en fait, on a une organisation militaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a des astreintes. Enfin, je veux dire, moi, mes équipes, le planning, c'est la première chose que je leur devais en termes de confiance employeur-équipe, c'est le planning. On bosse tout le temps. On bosse la nuit, on bosse les week-ends. Enfin, on est tout le temps accessible. Et puis, on sait faire ces sprints pour ces communautés-là en particulier. Et justement, tu parlais tout à l'heure de ce que tu trouvais bien avec ce jeter de la terre. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, rites que tu as trouvés particulièrement poignants, touchants, quand tu le vois et qui, justement, vont t'émouvoir à chaque fois ? Je trouve que le linceul, c'est très beau, que les corps soient mis dans des linceuls. Ça, c'est plutôt chez les juifs et chez les musulmans. C'est vrai que chez les catholiques, généralement, les défunts sont déposés dans le cercueil où il y a une parure, pour les laïcs aussi, généralement, en France en tout cas.
Mais je trouve que ce drap, c'est beau, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très pur. C'est personnel, hein. Mais ça, je trouve que c'est très beau. Et puis après, ce qui est dingue dans tous ces rites, c'est le rassemblement. Si tu me disais, c'est quoi ton conseil? Franchement, aller aux obsèques. Faut y aller aux obsèques. C'est des moments de solidarité, de chaleur humaine. On a le temps de déposer aussi ce qui est en nous. Puis, moi, j'ai l'impression, tu vois, de voir la spiritualité, de pouvoir la toucher du doigt, de voir ce que c'est que cette humanité face à la mort, tu vois. J'ai tellement vu de communautés ensemble, que ce soit 10 personnes ou 150, tu vois. Mais il y a une fréquence qui, je pense, est un don de la nature humaine et qu'il faut vivre. Tu parlais justement aujourd'hui, le rite laïque est de plus en plus important et une évolution très forte ces dernières dizaines d'années. Comment toi tu l'as aussi appréhendé et c'est quoi justement quand tu parles de rite laïque, c'est quoi aujourd'hui quand on est laïque, un enterrement, une crémation, raconte-nous un peu parce qu'aujourd'hui c'est 50% de ton travail. C'est 50%, ça augmente chaque année. Les crémations aussi augmentent chaque année, donc c'est aujourd'hui 50% en France, mais 60% dans les métropoles. Ce sera 70% en 2050. Donc ça va être un choix vraiment majoritaire bientôt. Comment tu l'expliques ? Je pense... Alors, les laïcs choisissent plus la crémation. Les protestants la choisissent souvent aussi. Et c'est de plus en plus le cas chez les catholiques. Et les catholiques et les laïcs, c'est une proportion importante de la population en France, tu vois. Donc, pourquoi ce choix ? Je pense qu'il y a ce retour à la poussière, cette angoisse aussi de la terre. La décomposition, tu veux dire ? De la décomposition, du froid, enfin... tout ça, c'est symbolique, mais en fait, ça compte. Et du coup, voilà, de redevenir dans cet état. Alors après, c'est pourtant aussi un moment qui s'accompagne, qui n'est pas forcément simple. Chez In Memory, par exemple, on a vraiment travaillé le rituel de la remise de l'urne. J'en parle, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent pour qui ça a dû être un moment difficile, parce qu'en fait, il n'est pas protocolé. C'est pas safe, tu vois. Et donc, moi, j'ai entendu trop de témoignages de gens qui vont au crématorium récupérer l'urne, mais en fait, on leur donne pas un carton et ils la mettent à côté d'eux dans la voiture et ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi, si ça tombe? Alors, il se trouve qu'il y a une petite boîte à l'intérieur et les cendres sont fermées et ça ne peut pas s'échapper, mais tu ne le sais pas, tu vois. Et ça, c'est des stress. Une fois, on m'a raconté, on me l'a remise dans un sac plastique, j'ai pris le métro. Enfin, c'est un traumatisme. J'ai été brutalisée, tu vois. Et ça, c'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait, tu vois, d'autres propositions qui existent sur le marché. On ne peut pas remettre les urnes d'un proche comme ça. Donc, chez In Memory, ce qu'on fait, c'est qu'on va au crématorium récupérer l'urne parce que le processus de crémation, il n'est pas instantané, ça prend du temps. Et on le ramène soit au domicile de la famille, soit dans nos maisons. Et là, on a une installation avec toujours des bougies et des petites fleurs. Et on installe l'urne au milieu de la table. On a créé une sacherie dédiée pour que l'urne, elle tienne bien et que tu n'aies pas ce stress. Et on en fait un vrai temps. Et quand je parlais du temps, de la promesse d'In Memory, c'est quoi? C'est le temps et la justesse. Il y a ce temps-là, alors que les obsèques sont passées, tu vois. Alors, question pour toi, sur ce... On sent qu'il y a quand même un travail fait, une écoute, mais aussi, tu parles de justesse, mais de bien comprendre ce que les gens devraient... Tu parlais tout à l'heure des scandales qu'il y a eu dans les EHPAD, qui devraient, et ce ne devrait pas être une option. On devrait faire beaucoup plus attention à nos personnes âgées, on devrait plus faire attention à justement la manière dont on va, comme tu dis, ça a été brutalisé parce que tu as reçu ces cendres-là. Mais tout ça, est-ce que ça a un coût qui fait que tu es 3 fois plus cher que les acteurs du marché? Si demain je passe chez toi, est-ce que c'est à peu près au même prix ou est-ce que c'est beaucoup plus cher? Parce que j'ai l'impression de t'entendre et j'ai l'impression que là on est la maison Chanel et qu'à côté de ça je peux aller avoir moins cher ailleurs. Ouais, et ben écoute, sur tous les services funéraires on est moins cher. Après, je t'explique pourquoi. Quand on prend un devis de pompe funèbre, on va dire que le total est de 3 000 €. Okay. Alors, en moyenne, c'est 5 000 €. Prenons 5 000 €. Prenons 5 000 €. Tu vas avoir 2 000 € où c'est pour l'État, en fait. C'est des taxes de crémation, c'est des taxes d'inhumation.
un achat de concession, par exemple, le prix est établi par le conseil municipal. Et en fait, nous, on sert simplement à remettre l'argent ensuite à la bonne personne, à l'administration. Et ensuite, il te reste 2 500 euros. Là, tu étais à 2 000, là, tu étais à 5 000. Là, il manque 500 euros qui sont disparus. Oui, pardon, 3 000 euros. Je me disais, les cercueils sont plus chers. T'es bonne en maths, normalement. 3 000 euros. Et là, les cercueils chez les grands groupes historiques, en fait, ils sont autour de 2 500 euros, tu vois. Et chez nous, ils sont à 1 000 euros. Et ça, c'est la partie du devis que la pompe funèbre maîtrise. C'est vraiment sa dimension commerciale, telle que c'est pratiqué par les acteurs historiques. Et la marge brute sur le cercueil, elle est plus importante que celle du luxe. Oui, mais attends, mais je comprenne. Et le service, il est compris dans ces 2 500 euros chez eux et 1 000 euros chez toi, ou au-dessus de ça? En fait, il reste 3 000 euros. Et ensuite, chez eux, tu vas avoir... 5 000 euros, c'est une moyenne. Mais bon, à Paris, c'est beaucoup plus. Hein. Mais donc, du coup, tu vas avoir un cercueil qui est à 2 500 euros. Quand nous, il est autour de 1 000, 1 500 euros. Et nous, à la fin, le panier moyen, il est entre 3 500 et 4 000 euros. En face, il est à 5 000 euros, notamment par le prix du cercueil. Et ça, c'est quand je suis rentrée sur ce marché, tu vois, tu te dis, OK, comment ça se price? C'est quoi une marge juste, en fait, que je peux défendre, où je suis droite dans mes bottes. Donc, nous, on a appliqué très basiquement une marge de service à la personne, là où, en face, c'est beaucoup plus, alors qu'on a une délégation de service public, alors qu'on accompagne toutes les familles, tous les porte-monnaies, et que le cercueil est le même d'une cérémonie à une autre. Enfin, tu vois, c'est important que ce soit un objet digne. Mais comment c'est possible? Enfin, peut-être que j'ai mal ou pas assez regardé. Comment c'est possible que il n'y a pas des communautés de consommateurs qui ont pu réagir à ça? Il y en a eu plein. UFC Que Choisir s'est attaqué à ce secteur très souvent. Il y a eu des reportages avec des caméras cachées. La DGCCRF a encore dit qu'il fallait arrêter de mettre des devis qui n'étaient pas clairs parce qu'en fait, il y a des prestations obligatoires, il y a des prestations optionnelles et ils jouent là-dessus. Sauf que tant que tu n'as pas de troisième acteur, tu n'as pas de solution structurelle. Il y a un duopole, c'est ça que tu dis. Exactement. Il y a un existe. duopole sur le marché dans les villes. En campagne, c'est des sociétés familiales. Tant que tu es deux, tu n'as pas intérêt à changer, en fait. Tu recevras toujours les familles. En effet, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et donc ça, ils ont dû être très, très contents de te voir arriver. Notre duopole préféré, là. Ils étaient ravis, en fait. Au début, ils t'ont vu... Ça me fait penser à une phrase que j'adore. C'était Andy Grove, qui était le président historique d'Intel, qui avait dit « Seuls les paranoïaques survivent ». Ils t'ont vu comment arriver? Ils t'ont vu... Elle est gentille, elle va être sur ce marché-là, ou tout de suite, ils se sont inquiétés en disant juste, c'est compliqué. Ou ils se disent, parce que, c'est quoi leur taille? Ils ont combien d'agences? Pompe funèbre générale, ça a autour de 2000 agences. Ah oui, donc ils sont beaucoup ouais, en fait, gros. ils ont vraiment... Pompe funèbre générale et Rock Éclair, ça a vraiment 100% du marché des grandes villes de France. D'accord, c'est ça. Tu vois, il y a quasiment plus d'indépendants. Il y a certaines villes comme Marseille où il y a des indépendants, c'est la seule. Donc du coup, c'est un marché qui s'est construit en rachetant des petits acteurs, qui a consolidé les parts de marché. Et du coup, quand tu es en situation de duopole, tu peux fixer les prix. Si l'expérience n'est pas parfaite, c'est pas grave. Et aussi, c'est des acteurs où il y a eu énormément de tours d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, à un moment, tu ne peux pas lutter contre ton capital. Enfin, tu le sais, c'est aussi pour ça que tu as créé Bliss. Enfin, et en fait, il y a eu beaucoup de private equity. Du coup, c'est détenu par des grands groupes de... OTPP, donc là, un des plus grands fonds de pension canadiens. Ouais, exactement. Ils sont très bien, nos amis d'Ontario, là. C'est le fonds d'investissement des professeurs de l'Ontario. Exactement. Donc, c'est eux qui détiennent lequel des deux, PFG? Oui. D'accord. Et qui détient aussi le leader espagnol. Enfin, en fait, tu vois, aujourd'hui, ce secteur, c'est considéré comme un secteur très sécurisé parce qu'il y aura toujours des décès. Ouais. Et donc, du coup, il y a une partie de la finance qui investit comme un actif sécurisé. Mais il y a beaucoup de tours, ce qui fait que, à la fin, il faut que la marge brute augmente, il faut que les salaires soient contraints. Et c'est ça qui s'est passé pour ces groupes-là. Donc, tu sais que tu vas te faire des amis encore. Ils vont t'aimer encore plus après notre discussion aujourd'hui. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils t'ont vraiment ennuyé et ils sont même allés regarder. Je crois que c'était dans la fan print, en fait, ce qui est écrit en bas de tes CGV, je crois. Tu n'avais pas mis ton adresse, c'est ça? Ouais, et donc, ils sont allés te chercher des noix sur un truc qui était assez ridicule. J'avais oublié, il faut le faire, de mettre mon adresse de siège social dans mes CGV. Donc, j'ai évidemment corrigé tout de suite. C'est pas top. Mais non, ils sont pas ravis qu'on soit là. Et après... Mais encore une fois, 10 maisons, je suis encore petite. C'est simplement que quand tu chahutes le prix du produit qui représente 50%
du PNL, c'est compliqué. C'est malvenu, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Voilà. Après, moi, je suis très concentrée sur d'autres secteurs inspirants. Je pense que quand tu mènes un combat, qu'il est difficile parce que tu as une petite structure face à 2 grands groupes, en fait, il faut à la fois être dans une forme de combativité et de colère, parce que c'est un moteur, mais aussi dans une inspiration que je vais chercher dans plein d'autres services qui prennent soin de leurs clients, dans le monde du soin. Et ça, je m'en inspire et ça me fait du bien. Et je passe plus de temps à regarder ces secteurs-là, quoi. Mais en fait, il existe toujours, moi, pour avoir eu la chance de rencontrer ces entreprises qui ont changé des industries. Si on prend le marché des cartes restaurants avec, par exemple, Swile, si on prend le marché avec WeWork, qui à l'époque, il a changé complètement cette idée de ce qu'on faisait pour trouver des endroits pour aller passer 1 heure, 2 heures ou 3 jours pour travailler. Si on prend Uber aussi, tous ces entrepreneurs, quand même, devaient chercher une vraie envie de changer cette industrie. Ils se sont fait fortement chahuter par ces industries. Toi, tu le vois encore, tu vois que tu penses que ça peut changer, parce que si je prends ces 3 industries-là, ces industries ont totalement changé en 10 ans. Toi, ton industrie n'a pas encore complètement changé en 10 ans. Et comment tu penses, comment tu penses que qu'est-ce que tu dois faire pour que ça aille plus vite? Tout à l'heure, tu me disais que c'est ton échec. Tu disais juste, mais on devrait aller plus vite, 8 ans. On ne doit pas avoir 10 maisons, on doit en avoir 100. Qu'est-ce qui t'a manqué? Alors, sur la partie pompe funèbre, ça fait 3 ans qu'on opère sur les 10 maisons. Tu aurais commencé plus tôt. Oui, ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai eu un autre regard. C'est-à-dire que, en fait, la pompe funèbre, si tu rentres comme un financier, tu reproduis les modèles existants. Évidemment, tu as des boutiques. Enfin, tu vois, c'est difficile de changer les choses et tu te dis, OK, je vais faire des rachats. C'est ce qui s'est passé. Quand tu rentres comme un entrepreneur, il faut être passionné. Être passionné du moment des obsèques, c'est pas ça qui se fait naturellement. Et donc, toute la partie service d'hommage, où j'ai lu les hommages des gens, j'ai vu ce qui était en jeu dans leurs émotions, leurs souvenirs, ça m'a vachement nourri, ça m'a donné vachement de force. Et grâce à tous ces témoignages, j'ai lu des milliers de témoignages de familles à leurs proches, tu vois. C'est quand même une matière de dingue. Et c'est ça qui a fait, c'est grâce à ces 6 ans au service de l'hommage que j'ai réussi à partir d'une page blanche et à dire pas de boutique, pas 40 cercueils, mais 2 cercueils, pas 20 capitons, mais 2 capitons, et plus de cercueils à 2 500 €, mais des cercueils à 1 000 €. Ce qui est complètement contre-intuitif. Mais je chéris ces premières années parce que je pense que sans elles, j'aurais pas pu penser aussi loin, tu vois, aussi différemment. On va continuer les pauses amicales. On écoute une autre pause amicale. On parlait de financement, on parlait de gens qui vont développer et financer ces grands groupes. Là, on parlait d'OTPP pour un concurrent. Là, on va parler à un des premiers ravisseurs, un des investisseurs du premier jour. On écoute Jean-Romain L'Homme. Salut Clémentine, c'est Jean-Romain. C'est en admirateur de l'entrepreneuse que tu es et en investisseur privilégié de la première heure que j'aimerais te poser une question un peu provocatrice. La mission d'Inmemory est-elle de rendre le deuil plus doux, plus accessible ou bien plus rentable? Merci. Est-ce que donc, on parlait de rentabilité tout à l'heure, tu me parlais de marge, tu me parlais de chiffres. Donc Jean-Romain, qui t'a soutenu, je crois, le premier tour, vous avez eu 2 tours de financement, il faisait partie du premier tour. Ouais. C'est un business angel, il a réussi, il réussit d'ailleurs une très belle carrière dans la finance. Et puis aujourd'hui, il est très proche de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Moix, puisqu'il s'occupe des financements aussi du family office de Jean. Donc raconte-nous un peu ta réponse à ça. Est-ce que c'est plus doux? Est-ce que c'est plus rentable? Comment tu arrives à trouver cette balance? Le deuil, je n'ai pas d'impact. C'est trop personnel. Ce serait terriblement arrogant de dire que j'impacte le deuil des gens. Absolument pas. Et c'est important pour moi de le dire parce que c'est faux, en fait. Ça appartient à chacun. Oui, mais tu sais, ton travail, quand on dit de le rendre plus doux, c'est ton travail quand même. Ce que je fais, c'est que je fais en sorte que le dernier adieu, les gens puissent être en paix avec ce qu'ils ont fait et qu'ils en soient fiers, qu'ils se disent on a bien fait les choses. Et après, je pense que cette graine, elle peut fleurir sur le chemin du deuil et je souhaite aux endeuillés que quand ils se retournent sur ce moment de l'adieu, ils soient en tout cas en paix avec ça. Mais
j'espère que ça fait de la floraison sur le chemin du deuil et j'espère que ça aide, mais je dirais pas ça. Parce que ce dont je m'occupe, moi, c'est voilà, de la mort, du corps du défunt, d'en prendre soin, d'être les premières personnes de confiance que les endeuillés voient, de mettre en terre, de réaliser ces rites, ce rôle de passeur. Et ensuite, c'est vraiment à chacun que le deuil appartient. J'espère que quand ils se retournent, ils se disent « on a bien fait les choses, ça nous ressemblait, qu'on leur a pas volé ce moment-là », parce que je pense que ça, c'est peut-être encore plus dur. Alors, vas-y, tu voulais... Et ensuite, sur le deuil plus rentable, nous, c'est assumer que c'est moins rentable que chez les 2 acteurs historiques. Mais c'est assumé. J'ai 30 points de moins de marge brute. Ça me permet quand même de vivre, parce qu'il y a un excès en face, mais c'est complètement assumé. Et je protège. Il y a Jean Romain, parce que je le trouve super, que je sais que c'est un mec bien, et que j'ai choisi chacun de mes investisseurs pour qu'on n'en arrive pas là, en fait. Pour pas qu'ils, justement, au conseil d'administration, on me dise, pourquoi tu n'augmentes pas les prix du cercueil ? Parce que ça arrive. T'en as pas eu ? Jamais. Mais j'ai choisi chacun. Et je suis lucide là-dessus. Quand tu dis je suis tactique, je suis pas naïve en fait. Ouais. Il faut choisir sa team, essayer de bien se connaître pour se dire est-ce que si jamais il y a des difficultés, si jamais la montagne est trop haute et qu'il faut prendre des décisions difficiles, ce que je me souhaite pas, une des réponses faciles, c'est d'augmenter ces prix-là. Donc les investisseurs, vous avez levé un peu moins de 25 millions en 2 fois. Les investisseurs qui sont avec toi, si tu les nommes, qui sont à part le business angel comme Jean Romain, il y a Olivier Vauran, que tu connais. Olivier Vauran, qui est venu ici il y a pas longtemps, bien sûr. Exactement, qui a été invité sur incroyable, Pause. Bien sûr. Il y a aussi Patrick Lucas, qui a créé Grâce à Voix. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Une superbe histoire, super entrepreneur. Et puis international aussi, et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour son parcours. Il y a Nadia Nardonnet, qui est une femme solaire, entrepreneuse aussi, très chaleureuse. Quelques instits que tu... Oui, et ensuite, il y a Partech, Euraseo, qui m'ont permis de faire un deuxième tour beaucoup avec, plus conséquent. De 20 millions. Voilà, exactement. Je crois qu'il y a certains mots qui sont bannis chez In Memory, des mots que vous avez entendu justement à force de faire des études de marché que tu as dit, il n'est pas question que tu dises ces mots-là en fait doivent être bannis. C'est quoi ces mots-là ? Par exemple, à Bordeaux, au CHU, la chambre mortuaire s'appelle le dépositoire. C'est ça la signalétique de l'hôpital. Donc, quand tu arrives, que tu as perdu un proche, que la personne est morte à l'hôpital, il est possible que l'accueil de l'hôpital te dise « votre proche est au dépositoire ». Ça, c'est interdit chez nous. Je ne veux pas l'entendre. Pourtant, les soignants le disent, malgré eux, parce qu'en fait, j'ai même convoqué... je me suis débrouillée pour avoir ce rendez-vous avec la directrice de Haut-l'Évêque en lui disant, en fait, il faut qu'on arrête. Je vous en prie, changez ça. Et elle m'a dit elle-même, c'est un mot qu'on a du mal à dire entre nous. Donc, du coup, il y a des mots très violents comme ça. Chez nous, on nomme les défunts, on nomme les familles. Pas de dépouille, par exemple. Il n'y a pas le mot dépouille, qui est quelque chose qui est trop dit souvent. Il n'y a pas le mot convoi aussi funéraire. Tout le monde dit convoi funéraire dans ce secteur. Enfin, je veux dire, un convoi, puis ça a des sens historiques très compliqués. Enfin, tu vois, donc nous, on parle de cérémonie. Ouais. Pas de dossier, par exemple. On parle pas de dossier. Et puis aussi, on fait attention. Tu vois, on a une vraie pensée sur le langage. Moi, je pense que les mots, c'est très important dans l'accompagnement de la souffrance. Et là, on est en miroir aussi des familles. Si, par exemple, une famille dit ma maman, on dit ma maman. Si c'est ma mère, on dit ma mère. Si elle est nommée par son prénom, par son surnom, une fois que la confiance est installée, on va être en miroir du choix de cette façon de se nommer pour créer un climat un peu familial. On va passer une pause vérité. La pause vérité, c'est je vais te poser des questions sur ton secteur d'activité, donc ce monde des pompes funèbres, et tu vas devoir me répondre par vrai ou par faux, m'expliquer pourquoi, pour des gens comme moi et beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont un peu novices et qui n'ont pas forcément toutes les bonnes informations. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Il existe aujourd'hui des cercueils biodégradables et même des funérailles zéro déchet. Faux. 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 Peut-être dans tes deux cercueils, peut-être si tu avais plus de cercueils, tu crois pas qu'il en existe ? Alors, par exemple, il y a souvent cette question du cercueil en carton. Donc moi, j'ai vraiment regardé le bilan carbone du cercueil en carton. En fait, le carton, il vient quasiment jamais de France. Il vient de très loin. Pour que ça tienne,
la colle est chimique. Et il y a un autre élément à savoir, c'est que ça met beaucoup plus de temps à brûler que le bois, si la crémation est choisie, mais c'est forcément pour une crémation parce que c'est interdit pour l'inhumation. Donc c'est une fausse bonne idée, ça. Il est interdit en France de garder une urne funéraire chez soi. Oui. C'est interdit. C'est interdit. Mais ça a changé c'est interdit. Tu sais Non, ça n'a jamais été autorisé. Après, c'est fait et personne ne vient vérifier. C'est-à-dire que... on peut quand même... En fait, voilà, il y a la loi et son implication, évidemment. Enfin, donc là, quand on a l'urne à côté de soi dans sa voiture, on peut rentrer chez soi, en fait. oui, personne ne surveille, en fait. Il n'y a jamais personne qui vient suivre ça. Donc, en tout cas, c'est juste pour apaiser si jamais certaines personnes ont fait ce choix-là. On peut être poursuivi. Voilà. Être incinéré coûte moins cher qu'être enterré. C'est plus tout à fait vrai. Ça coûte moins cher, surtout si on n'a pas de concession et que du coup, quand on choisit l'inhumation, il faut acheter une concession familiale dans un cimetière. Ça coûte de l'argent parce que déjà, il y a le loyer, en fait, pour pouvoir utiliser la tombe. Et puis ensuite, il y a toute la marbrerie de fermeture de la tombe. Alors que si jamais j'ai pas de concession familiale et que j'ai une urne, je peux aller dans un columbarium, qui est une forme de... C'est des casiers, en fait, dans les cimetières, tu vas mettre où je peux mettre mon urne, et ça coûte significativement moins cher. Si jamais il y a une concession familiale, l'écart est moins réel maintenant. Tu penses que ça pourrait être une raison, tout à l'heure on te posait la question je te posais la question sur tu penses que ça peut être une raison également, peut-être du passage de la crémation plutôt que l'inhumation? Oui, je dirais plutôt dans les... grande ville. Alors, à Paris, c'est difficile de trouver des places dans les cimetières, mais c'est plutôt une spécificité parisienne. C'est plus cher à Paris aussi. Donc, tu vois, si tu es dans une autre ville en France, comme Le Mans, enfin, tu vois, la place au cimetière, elle est quand même beaucoup plus accessible. Il y a de la place. Donc, je pense que c'est accentué à Paris, ça. Justement, il n'y a plus de place dans les cimetières. Moi, j'entends ça dans les métropoles, il n'y a plus de place. Surtout à Paris. Surtout à Paris. Et j'ai entendu aussi, à l'époque, il y avait quand tu parlais des caveaux familiaux, qui pouvaient être sur une période indéfinie. Tu avais ça pendant... Oui. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non, c'est plus le cas. Okay. Après, il y a des durées longues possibles. Il faut quand même dépenser, puisque je crois que ça peut être 30 ans. Oui, exactement. Je crois que c'est 30 ans maximum. Exactement. Et la perpétuité, ça se fait moins maintenant. Ça se fait encore? Non, c'est plus possible. Si je joue au Mans, peut-être? C'est plus possible. Non. Non, c'est plus possible. Ouais. Et pourquoi? Je ne sais pas. D'accord. Il y a aussi une question, si on rentre dans le détail. Dans certains cimetières, en fait, qui décide du nombre de cercueils qu'on peut mettre dans un caveau? C'est le maire qui décide ça à chaque fois? Il y a une décision qui, tu sais... Oui, alors, tout ce qui concerne le cimetière passe en conseil municipal. Ensuite, il y a une personne très importante dans un cimetière qui est le conservateur de cimetière. C'est lui qui connaît opérationnellement son cimetière, qui sait où les terrains sont friables, où est-ce qu'on peut creuser, où est-ce que les terrains sont inondés. Et donc, c'est lui aussi qui va établir le plan de son cimetière. Est-ce que toi, tu as une assez bonne vision des religions selon les endroits où tu travailles en France? Est-ce que tu sais qu'il y a certaines régions dans lesquelles tu es, certaines villes où là tu auras plus une religion qu'une autre, où là on parlait tout à l'heure des bouddhistes, est-ce que je vais en retrouver plus facilement à Nantes qu'à Bordeaux ou qu'à Paris? Oui, bien sûr. Enfin, il y a c'est pas équitablement réparti sur le territoire, les communautés religieuses. Donc, évidemment, nous, on le voit parce qu'on est toujours très représentatif de la ville. Voilà, que ce soit le choix inhumation-crémation, que ce soit les proportions de communautés. Donc, voilà, à Nantes, par exemple, la communauté catholique est importante. Je pense pouvoir dire qu'elle est plus pratiquante que dans d'autres villes, qu'à Bordeaux, par exemple, où la communauté catholique est importante, mais peut-être dans un autre niveau de praticité qu'à Nantes. Voilà, à Paris, toutes les communautés sont fortement représentées. La communauté juive, la communauté musulmane. Par exemple, à Nantes, la communauté juive, elle est toute petite, mais elle existe à Bordeaux. Elle est petite, mais très présente, et c'est plutôt des personnes qui, à l'origine, viennent du Portugal. Donc tu pourrais écrire un bouquin quasiment sur... exactement. Puis en plus, d'où tu viens et ton origine colore aussi tes rites, donc ça a de l'influence. Et justement, par rapport à ça, aujourd'hui, tu parlais de ces 10 maisons. Quand tu regardes ton développement et quand tu regardes ta croissance, c'est que tu vas avoir un maillage parfait du territoire. Est-ce que là je parle de métropole, mais on parle aussi des maritimes, donc c'est un sujet aussi que tu as pour toi, parce que là on parle particulièrement
de cette belle métropole, mais on a évidemment des besoins qui sont partout sur nos territoires, que ce soit, on parle des maritimes. Est-ce que tu as envie d'apporter cette justesse? J'aime bien ce mot de justesse ailleurs. Est-ce que ton plan, il est défini à 5 ans ou il n'est pas forcément défini à 5 ans? Est-ce que tu as envie d'avoir 100? Tu as envie d'acheter PFG un jour? Comment ça se passe? Il est défini et notre priorité, c'est d'aller là où le marché est trop dominé. Tu vois, dès qu'il y a des indépendants, en fait, tout change. Donc, dans les 20 premières grandes villes de France, il y a une surdomination des deux acteurs avec les effets qu'on connaît. Tu as cité Uber, on pourrait aussi citer la téléphonie, tu vois. Donc là, je pense que c'est important qu'il y ait une troisième voie. Quand il y a des acteurs indépendants, comme c'est le cas dans des villes de taille plus petite ou en campagne, c'est pas du tout une priorité parce que l'accompagnement est différent. Donc là, tu te dis, ton point, c'est tu as 20 villes qui sont importantes. Je parle des maritimes. Tu te vois où est-ce qu'il y a des besoins que tu as réussi à définir, que ce soit sur nos différents territoires et départements d'outre-mer? Est-ce que tu as regardé ça? Parce qu'il y a des grandes villes, si on prend Saint-Denis et de la Réunion. Il y a aussi des acteurs locaux. D'accord. Donc nos deux grands, le duopole est moins fort? Ouais, voilà, moins fort, et des acteurs qui connaissent les familles aussi, tu vois. Donc du coup, je pense que c'est pas un besoin prioritaire, que ça fonctionne très bien. On va continuer nos pauses amicales et on va écouter cette nouvelle pause de quelqu'un qui était à ta place il n'y a pas si longtemps que ça. On écoute Olivier Brouran. Hello Clémentine, c'est Olivier Brouran. J'ai eu le plaisir de te rencontrer et d'investir chez toi avec mon fonds Ania Venture il y a maintenant 3 ans, presque jour pour jour. Tu connais mon appétence pour le scale international. Et chez Mantou, on a ouvert 55 pays en adaptant finalement très peu de choses, voire rien. Le B2B et le consulting, ce n'est pas vraiment la mort et le deuil. Quel serait donc le trio de tête des pays que tu voudrais ouvrir sur ta bucket list? Celui qui n'y est pas, mais dont l'ouverture te ferait rêver? Et que faudrait-il modifier sur la façon de faire, les lieux, l'approche? Et une petite question subsidiaire. Tes enfants ont-ils un regard différent de leurs amis sur la mort? Donc, voilà la question d'Olivier. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous conseille d'écouter l'histoire d'Olivier, qui est une histoire très incroyable, et on l'a bien entendu avec sa voix. Il avance, il avance vite. Il a créé avec son entreprise qui s'appelle Mantou vraiment un groupe assez incroyable, sans financement extérieur, pendant 25 ans. C'est assez incroyable ce qu'il a pu créer. Il te pose cette question-là, lui qui est fan de l'international, évidemment, Mantou est aujourd'hui dans tellement de pays. Et toi qui es aujourd'hui en France, quand il te pose cette question-là, voilà, qu'est-ce que tu lui réponds? Alors, si tu as une envie, est-ce que tu as envie d'aller... Oui, alors, enfin, j'ai très envie. Alors, et puis, j'ai ce pragmatisme de l'entrepreneur. Enfin, tu vois, là, je suis très concentrée... sur la France, sur mes 20 villes. Et puis, évidemment, en plus, comme c'est un métier local, tu vois, quand tu es du pays, ça compte. Et après, si, on a des rêves internationaux, notamment, je pense qu'il y aurait une place possible en Espagne et aussi en Allemagne. Alors, en Espagne, pourquoi? Parce que le marché est très concentré aussi. Et sur un modèle assez français. D'ailleurs, Ontario, dont on parlait, est aussi investisseur du leader espagnol. Donc, c'est à peu près les mêmes structurations de marché et les mêmes financements, les mêmes capitaux. Donc, il y a vraiment une place aussi pour une façon de faire différente avec des investisseurs alignés avec la mission. En Allemagne, ce serait pour des raisons différentes. C'est un marché qui est assez décentralisé. Et du coup... je trouve parfois opérer de façon un petit peu artisanale, alors que en fait, quand on opère des obsèques, je pense que, par exemple, le discours sociétal qu'on a, la marque, ce qu'on raconte sur la mort, le deuil, ça a un rôle. Et là, comme c'est plein de petites entreprises, il y a moins ce message qui, je suis sûre, concerne aussi bien sûr les Allemands. Et il y a vraiment une place pour avoir un discours à l'échelle nationale sur qu'est-ce qu'on fait de nos défunts. C'est les 2 premiers. Voilà, c'est les 2 premiers. En Angleterre, ce qui est intéressant, c'est que les leaders historiques ont été très chahutés par des entreprises qui, en fait, s'occupent de la crémation, avec notamment une attaque assez agressive sur les prix. Et alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les protestants, c'est pas obligatoire qu'il y ait le cercueil pendant la cérémonie. Donc, en fait, il a été possible de dissocier les 2 parcours. Le parcours du cercueil, qui ensuite, voilà, il y a une crémation qui est réalisée. Et donc, ça a été opéré par des nouveaux acteurs plus low cost, en mode, en fait, on va faire ça très bien, mais à des prix moins chers, parce que c'était en moyenne à 8 000 pounds des obsèques. Enfin, je sais même pas comment faisaient les Anglais pour financer ça. Et ensuite...
la celebration of life qui peut avoir lieu 1 mois, 6 mois après, sans le cercueil. Donc ça a permis aussi qu'il y ait des acteurs très focus sur la crémation et sur les prix qui émergent. Donc ça, on a les... Olivier, tu sais à peu près où Clémentine devrait aller. Il posait une question sur tes enfants. Le plus grand a 10 ans, donc on est encore sur des petits enfants. Est-ce que comme toi, tu l'as vécu très tôt, après le décès de ta sœur, est-ce que tu abordes ce sujet-là? Ou est-ce que tu n'abordes pas du tout quand ils doivent dire à leurs copains qu'est-ce qu'elle fait maman? Ils disent quoi? Écoute, si on l'aborde, bien sûr. Ils disent quoi? C'est quoi le métier de maman si je lui pose la question? Il dit... Entrepreneur, peut-être? Il dit, quand quelqu'un est mort, maman, elle organise le rassemblement de tout le monde et puis on met la personne dans la terre pour dire adieu. Je pense que ce serait ça les mots du plus grand. Après, Oscar a 5 ans, Marius a 15 mois, donc la question est moins fréquente. Mais franchement, c'est une question hyper importante. C'est facile de les détourner, c'est un peu dommage. Moi, j'ai essayé aussi d'éviter un peu, tu sais, le côté qui embrouille, quoi. On passe d'un monde à l'autre pour que les gens soient moins tristes et qui est une façon aussi importante et spirituelle de parler de ça. Mais je pense que les enfants, ils ont d'abord besoin aussi de la vérité, en fait, et de comprendre. Et puis ensuite, on peut peut-être les amener sur d'autres chemins de la vie après la vie, par exemple, tu vois. Mais là, j'ai essayé d'avoir le courage de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et en fait, finalement, d'un point de vue d'un enfant, quand tu racontes, la mort, elle arrive... Alors d'abord, elle est magique pour un enfant. Tu sais, tu tues un bonhomme, tu le ressuscites, tu fais ça 50 fois par jour. Puis après, l'angoisse monte. On la sent, tu l'as sans doute vécu avec tes enfants, tu vois. Et là... tu as des questions aussi, mais toi, quand ta grand-mère est morte, tu vois, il projette comment t'étais. J'étais triste et je pense à elle dans ces moments-là. Et puis, c'est quoi les obsèques? En fait, on est triste ensemble, on se rassemble, mais où va le mort? Il va dans la terre, où il revient en cendres, il est brûlé. D'avoir des mots. D'ailleurs, tu vois, parfois on dit c'est le dernier au revoir. Ça n'a pas trop de sens, en fait. Un au revoir, c'est qu'on va se revoir. En fait, c'est l'adieu, c'est le dernier adieu. C'est aussi pour ça. Ensuite, tu penses à tes morts dans ta tête avec les signes et tout le temps. Mais je pense que parfois, il faut mettre la gravité dans les choses pour les comprendre. Toi, tu l'as souvent utilisé, ce mot adieu, depuis qu'on est ensemble dans ces discussions. Toi, tu nais... et tu nais, d'ailleurs, tu grandis en tant que protestante, c'est comme ça, en prot, comme vous dites. Toi, ces spiritualités-là, puisque tu as été éduqué dans cette religion-là, est-ce qu'elle est toujours aussi forte? Est-ce qu'elle est plus ou moins forte selon les événements que tu vois, les décès que tu vois, l'injustice parfois de notre monde? Est-ce qu'elle est toujours importante pour toi? Parce que moi, je te vois, je t'entends, j'entends un combat, j'entends une combattante en face de moi qui n'accepte pas que ses adieux soient bâclés. Comment tu sens ta spiritualité? Elle est toujours au même niveau? Elle oscille fortement selon les jours? Alors, c'est une question pas simple. Je dirais qu'elle est... La mienne, d'une certaine manière, elle n'a pas beaucoup évolué parce qu'elle est... En fait, quand tu as ce rôle de passeur, tu es complètement habité par la spiritualité de l'autre ou de la communauté que tu accompagnes, tu vois. Et c'est incroyable à vivre, de rentrer dans l'intimité des communautés. Nos communautés nous définissent, je crois, parfois beaucoup plus que ce qu'on est prêt à admettre. Et donc, d'avoir accès à ces communautés, c'est pour moi un vrai cadeau du métier parce que j'ai l'impression de mieux connaître chacun aussi. Et en fait, du coup, moi, j'assiste à ces moments-là de grande spiritualité parfois de grande incompréhension, à ces rites, à ces chants, à ces prières ou à ces chansons ou à ces textes quand c'est laïque. Et ça m'habite. Et en fait, quand je suis dans ces cérémonies-là, je suis que avec eux. Et je pense que je parle au nom de toute l'équipe de dire qu'on a plein de défunts en tête. Vraiment, des histoires qui nous ont marqués. On les a pas vus, les défunts. Et ils sont là, ils sont présents. Et c'est eux qui nous habitent, ou la famille qu'on a accompagnée, ou un geste d'hommage qu'on a vu. On a un rituel chez nous qui s'appelle le récit de cérémonie, où après chaque cérémonie, l'accompagnant dépose sur un canal Slack, donc qui est notre outil de communication interne, ce qu'il a marqué dans l'accompagnement. Parce que,
déposer, tu vois, en thérapie, c'est important. Et puis, ça permet de faire circuler, c'est l'écrit-thérapie. Et puis, ça nous permet, nous, d'être connectés avec le vécu de chacun, parce que maintenant, on accompagne beaucoup de familles. Et je voulais pas qu'on se perde entre nous en termes de solidarité ou qu'on ne sache pas qui on a accompagné vers ce monde. Et c'est très beau. Et en fait, c'est ça qui prend toute la place. Enfin, tu vois, moi, j'ai des défunts, j'y pense, tu vois, vraiment. Des histoires, ça m'a touchée. Et donc, du coup, c'est eux qui prennent toute la place. Et après, parfois, je vois de mes propres yeux une telle intensité spirituelle, une telle espérance de la vie après la vie que je suis embarquée par ça et portée et rassurée. Et ensuite, parfois, il y a des morts sans hiérarchiser les souffrances. Il y a des cas où c'est particulièrement dur et incompréhensible et inacceptable et insupportable. Et là, c'est difficile de croire. Et du coup... Donc aussi un peu. Voilà, ça fait douter. Et ben, certains jours, oui, et puis certains jours, je doute. Ouais. Merci de le partager déjà. Ce doute qui existe chez beaucoup de gens, et d'ailleurs souvent les gens disent qu'il faut parfois douter, que ça nous rend souvent meilleurs et en étant un peu plus humble. On a abordé un certain nombre de sujets sur cette création d'In Memory. Quand je te vois, tu es encore très jeune, même si ça fait quelques années que tu as démarré ce beau et grand projet. Tu arrives à te projeter, tu arrives à te dire, tu sais quoi, je sais où j'ai envie de faire ça, dans cette bucket list dont je parle, qui est ce que tu as envie de réaliser pendant ta présence sur cette terre. Est-ce que tu as défini, ou est-ce que pour toi, ta mission, ton rôle, c'est de faire que ce moment d'adieu, comme tu le dis si bien, va être beau. Alors, il faut bien comprendre, on n'en a pas parlé, mais tes origines, on l'a bien compris avec Piazza. Il y a un côté italien, t'aimes toujours ce qui est beau, tu es passionné de ballet contemporain. Pour toi, le beau est essentiel. Et donc, toi, c'est ça, tu dis, tu ne lâcheras pas cette organisation avant que ça puisse vraiment toucher le plus de personnes, ou tu te dis, il y aura un temps pour tout et qu'il y aura peut-être un autre que tu as envie d'être la directrice de l'opéra de Paris ou de Bordeaux. Ou de Bordeaux, ou de Biarritz. De Biarritz. T'aimes bien aussi de Biarritz. Opéra, tu sais, c'est Thierry Malandin qui a été le chorégraphe là pendant des années, incroyable, qui a du coup lancé le ballet de Biarritz. Il faut bien comprendre, Clémentine a la capacité d'aller seule voir des ballets, toute seule, et d'être dans son monde, sans son ordinateur. Voilà. C'est un truc que je pense vraiment que tu vois la beauté, chez In Memory, ça compte. Je crois que la beauté, c'est une consolation, et parfois la seule. La nature, un rayon de soleil, enfin tu vois, parfois quand tu es tellement triste à l'intérieur, il n'y a plus que ça qui peut peut-être avoir accès à toi. Et du coup, j'ai été très attentive à cette beauté dans le choix des matériaux, dans nos choix de lieux, dans notre savoir-être aussi, parce que pour moi, la beauté du savoir-être, c'est l'élégance, l'écoute active, etc. Et livrets de messe, on fait des livrets dans du papier magnifique, enfin... Et on a créé une académie aussi pour transmettre, en fait, je fais une aparté, mais c'était important parce que du coup, quand transmettre la beauté, l'écoute, l'empathie, c'est pas simple. Alors déjà, on sait la recruter, mais il faut la nourrir ensuite, c'est une compétence comme une autre. Et donc, en plus du diplôme d'État, qui est une obligation légale, j'ai créé une académie pour transmettre ce sens-là, ce sens de l'accueil, la façon dont tu es silencieux quand c'est nécessaire, la façon dont tu laisses les gens seuls quand ils ont besoin de se parler entre eux, comment est-ce que tu guides une discussion sur la confection d'une cérémonie laïque, la beauté des livrets, la beauté des lieux, savoir en parler. Donc ça, c'est un... Est-ce que tu pourrais former tes concurrents ? Oui. Et après, ça te fait pas sourire ? L'essentiel, c'est le recrutement. Oui. Il y a des gens formidables dans leurs équipes. Non, mais mon point par rapport à ça, c'est que tout à l'heure, on parlait de ces entreprises qui ont fait changer une industrie. Je prends l'exemple du taxi. Il y a un avant et un après Uber. Je prends juste les G7. Avant, il n'y avait pas d'application, c'était compliqué, tu levais la main, parfois ils n'étaient pas forcément prêts à te prendre. Aujourd'hui, le monde a évolué. Ça a changé. Donc, est-ce que tu penses que c'est pas ça
ton plus grand succès? Parce que aujourd'hui, je ne suis pas allé, malheureusement, je suis allé récemment, mais j'ai pas fait attention. Maintenant, je fais beaucoup plus attention à ce que tu m'as dit. Est-ce que tu penses que ça peut changer? Est-ce que tu penses que ça va changer? Tu as vu déjà des changements? À part le prix de tes concurrents? Ouais. Non, sur le marché, non, parce qu'il faut qu'on soit plus gros pour que les choses changent. D'accord. C'est quoi plus gros? Ce sera combien, d'après toi? C'est 20 000 françaises? Je pense que oui, ou c'est vraiment le référent dans la ville, dans les villes où on est. Tu vois, et du coup, de susciter la crainte que si on rentre dans une ville, il est possible qu'on devienne ce numéro 1. C'est quoi systémique? Alors, pour être systémique, c'est ce dont tu expliques là, ce serait combien de maisons à Paris? Écoute, à Paris, ce que j'ai quand même... 5 aujourd'hui. Ouais, j'en ai 5. Et je pense que ce serait 10. Okay. Alors, c'est beaucoup, mais j'ai appris aussi que c'était un métier local. Je pensais que ça l'était un peu moins, parce que c'est aussi un métier qui se recommande. Tu vois, quand tu as été sensible à un accompagnement, nous, on ne fait pas de publicité. Enfin, j'ai 0 € en publicité. J'ai tout sur le bouche à oreille. Et c'est vrai que c'est un moment où le bouche à oreille fonctionne. En revanche, on fait quand même face à la mort. Il y a un défunt dans la pièce. On peut pas faire 30, 40 minutes de trajet, tu vois. Donc la localité, elle est importante. Et puis aussi, en fait, c'est comme ça que tu connais ton tissu local, les officiants religieux, les lieux dans lesquels tu interviens. Donc ça te rend meilleur aussi. Clémentine, on parle de pause. La pause, c'est un moment essentiel pour beaucoup de gens. Parfois, on les prend pas suffisamment. Toi, si tu prends une pause, et quand tu aimes prendre une pause, seul ou accompagné, c'est où? Est-ce qu'il y a un endroit en France, dans le monde, où tu dis, ce moment-là, ça va être pour moi? Franchement, les ballets. Les ballets. Ouais. En fait, quand je vois la danse, déjà, je suis admirative du mouvement des corps. J'ai l'impression que, tu vois, ils atteignent une autre dimension. Et je trouve que sans les mots et avec le son, il y a beaucoup de choses qui passent. Et donc, j'ai à la fois une admiration et en même temps, je suis très touchée. Et tu vois, là, je suis allée voir récemment Sharon Eyal à l'Opéra Garnier. C'était un groupe de danseurs, ça s'appelait Vers la mort. C'est peut-être pour ça que ça m'a touchée, mais en gros, les mouvements étaient très, tu vois, saccadés, très intenses. Ça met presque dans un état d'hypnose que je trouve complètement incroyable. Et pour moi, c'est une vraie pause parce qu'on éteint la lumière, on est dans des lieux mythiques, on n'a pas son téléphone, on se parle pas, et on est complètement happé par ces danseurs qui nous donnent toute leur âme, quoi. Dernière question pour toi, avant-dernière question. Maintenant que tu as eu cette expérience d'une pause avec moi, qui tu me conseillerais d'inviter pour justement passer ce moment-là, des gens que tu aimerais mieux connaître, plus connaître leur parcours, ou que tu penses qu'ils seraient très pertinents pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Écoute, je pense que tu pourrais inviter Claire Fourcade, qui est une grande médecin en soins palliatifs. Il y a un sujet de société important en ce moment, qui est la loi sur la fin de la vie. Je pense que c'est important de creuser ce texte de loi et qu'on se l'approprie un peu plus. Il y a la question un petit peu rhétorique de est-ce que tu veux choisir la fin de ta vie? La réponse est oui. Mais ensuite, il y a la dimension pratique du texte. Aujourd'hui, moi, quand je lis le texte et en étant acteur sur le terrain, je suis assez inquiète. C'est très large. C'est très permissif. En fait, ce qu'on dit, c'est quand même qu'on va faire une piqûre létale qui va créer la mort dans les 3 secondes. Donc la question de qui peut faire cette piqûre, par exemple, est une question fondamentale. Si ce texte passe. Et est-ce que c'est le médecin? Mais pourquoi un médecin? Pourquoi pas une concertation de médecins? Si c'est un proche, c'est qui dans les proches? Et comment gérer la culpabilité aussi de... Je trouve qu'on n'est pas assez dans le coup, là, et qu'il y a les principes. Et ensuite, il y a les mises en place. La théorie et la pratique, tu parles. La théorie et la pratique. Mais on est d'accord, Clémentine, que sur la théorie, pour avoir passé du temps avec ces personnes en fin de vie, tu parlais des EHPAD tout à l'heure, qu'il y a certainement un besoin à définir, à structurer, de laisser un peu plus les gens qui sont dans des états difficiles à choisir leur fin de vie. On est d'accord? Oui, mais tout l'enjeu, c'est les conditions. Et c'est pas de ça dont on parle, c'est l'implémentation. Et je trouve que c'est important de s'approprier ces textes-là, parce qu'après, qui sera aux manettes de la piqûre et dans quel lieu
et dans quelles conditions et avec quel accord médical. En fait, à la fin, c'est ça qui va être cet acte-là. Et je crois que c'est important là de creuser et de rentrer dans le pratique pour avoir un avis ensemble plus éclairé. Donc Claire Fourcade, c'est ton choix. Exactement. Et pour terminer, les gens justement qui ont envie de te contacter, soit ces personnes qui ont un choix à faire entre aujourd'hui et demain, se lancer, se poser des questions sur l'entrepreneuriat, ce choix-là, ou même parler de ces sujets de mort, de adieu, de développement, qui veulent t'aider, qui aimeraient te rejoindre, quelle est la meilleure manière de te contacter ? LinkedIn. Je suis active sur ce réseau et avec grand plaisir. Donc, tu réponds, je réponds, je suis réactive. C'est mon canal à moi. Donc, du coup, c'est toi qui je serai réactive. Merci Clémentine. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.